Je vais vous montrer quelques parties intéressantes de ce livre de Daniel Cohen, Homo economicus. Alors c'est un livre que j'avais lu en 2012, mais il y avait quelques parties qui étaient intéressantes. Donc déjà, en introduction, il va nous montrer que le niveau de bonheur dans les pays riches, il a stagné depuis les 50 dernières années. Donc aujourd'hui, les conditions matérielles sont meilleures que dans les années 50, on a plus de confort, mais que le bonheur n'évolue pas et même régresse. Donc on peut le voir par différents critères comme la consommation d'antidépresseurs aux États-Unis. Donc il va également parler dans la première partie de l'impact de la télé. Donc il va partir par exemple du Bhoutan qui, lorsque ce pays a autorisé la télé, a vu l'augmentation de la consommation de drogue, de divorce dans son pays. Et donc pour revenir à la télé, il va dire que ça a un impact négatif, notamment que les gens qui regardent trop la télé auraient un capital social plus faible. Donc c'est ce qui expliquerait la baisse des associations, par exemple, de la présence des associations aux États-Unis. Alors la télé, elle a aussi plusieurs impacts. On va parler, j'ai fait un petit résumé à côté, de l'incohérence temporelle des préférences. La télé occasionne une gratification immédiate, à court terme, contrairement à l'apprentissage d'un instrument de musique qui va demander du temps et la gratification va être plus différée. Voilà. Et la télé également, un autre problème, c'est la comparaison aux autres. On va se comparer à des modèles qu'on pourra jamais atteindre. C'est que, par exemple, on note que les standards féminins, avant, les femmes se comparaient avec leurs voisines, avec les personnes de leur village. Donc, elles étaient très proches de la moyenne. Et maintenant, elles vont se comparer, par exemple, à des top modèles. Et donc, ça va être quelque chose qui sera inatteignable. Et donc, ça va provoquer un peu une baisse de bonheur. Donc, comparaison sans espoir, j'ai noté. Et ça, c'est un trait important. Dans les autres impacts, c'est que l'homme a toujours besoin de se comparer aux autres. Et donc, il va prendre, par exemple, des exemples où il va montrer que les gens, ce qui vont faire le niveau de bonheur, c'est pas forcément la valeur absolue de leur salaire, ça va être combien va gagner son voisin, et est-ce que cette différence est plus ou moins importante. Donc, on voit que la comparaison aux autres et se placer sur une échelle dans une population, c'est très important pour l'homme. Alors, un des aspects importants de l'homme, c'est la capacité d'adaptation. Il va montrer que l'homme ça va s'adapter à tous les événements de la vie pour revenir toujours à un niveau de bonheur qui va être standard, neutre. Et donc, par exemple, après des accidents de la vie ou des moments de joie, le bonheur va revenir à un niveau standard. Donc cette capacité d'adaptation, il nous dit que d'imitation de l'homme, ça va marquer que l'homme, si on lui donne 1000 euros, demain on va lui donner encore 1000 euros, les premiers mois il va être content, mais il va s'adapter à son nouveau revenu, et dans quelques mois, son niveau de bonheur va retomber, il aura encore besoin de 1000 euros supplémentaires pour toujours avoir un gain de bonheur. Alors, quelques éléments intéressants du livre que j'ai notés, c'est que la richesse est relative, notamment on va se comparer aux autres, et si notre position ne change pas, notre niveau de bonheur ne va pas changer. L'homme s'adapte à tout, par exemple à son environnement, à son salaire, à son confort. Le niveau de bonheur, il a tendance à stagner dans les sociétés, et même dans son livre Harari, il va en parler en dernière partie. La télé a, par exemple, ou même maintenant les ordinateurs, a complètement changé la structure de la société, et notamment au niveau de la comparaison aux autres. Une société qui fonctionne bien doit mettre en relation, en lien, la coopération et la compétition. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de compétition dans les sociétés modernes. C'est ce qui peut expliquer la stagnation du bonheur, notamment invoquée. Donc voilà pour ces quelques feuilles de synthèse de ce livre, de la première partie. Donc après, il y a beaucoup de choses. Et notamment, je vais reprendre quelque chose d'intéressant, ça va être la pyramide de Maslow, qu'il évoque sur une page ou deux. Et moi, je vais essayer d'étayer un peu ce phénomène expliqué par un psychologue américain. L'idée selon laquelle l'enrichissement des sociétés provoquerait une élévation de la structure des besoins a souvent été évoquée. Dans les années 40, le psychologue Abraham Maslow
avait énoncé une théorie selon laquelle les besoins humains se présentent comme une pyramide à plusieurs niveaux. Lorsqu'une personne vit aux limites de l'existence physiologique, la nourriture est le besoin primordial qu'elle cherche à satisfaire et qui éclipse tous les autres. Le second bien fondamental est la sécurité physique. Ne pas être assassiné au coin d'une rue fait partie des tout premiers besoins à satisfaire, même si un être affamé prendra le risque de se faire tuer pour manger. Lorsque ces deux biens sont garantis, toujours selon Maslow, des besoins supérieurs apparaissent. Ils contiennent trois autres niveaux qui vont du besoin d'une vie familiale et amicale réussie, au souci de la reconnaissance des autres, et enfin à celui de se réaliser pleinement, de s'élever dans la connaissance de soi et du monde. Virginia Henderson a proposé dans la même veine 14 niveaux allant des mêmes besoins fondamentaux, se nourrir, survivre, à des besoins supérieurs, qui incluent aussi le divertissement. Ces théories qui ont guidé la publicité et le marketing dans les années 50 sont censées éclairer la montée des aspirations humaines. On voit, de fait, dans les statistiques, une évolution des dépenses des ménages où la part consacrée à l'alimentation se réduit, tandis que celle consacrée aux loisirs augmente. Au cours des 50 dernières années, en France, l'alimentation est passée de 38% en 1960 à 25% du revenu disponible aujourd'hui, tandis que la part consacrée aux loisirs, à la culture et à la communication passait de 10 à 16%. Et naturellement, plus on monte dans l'échelle de revenus, plus cette évolution est sensible. Donc pour résumer, on va voir cette pyramide des besoins, ici qui est très connue, qui a des contradictions, mais on peut en référer aux métiers. Et on va voir les métiers de base qui sont vraiment indispensables pour la société, que ce soit la construction, les métiers qui font les bâtiments, l'isolation, les métiers qui vont permettre de soigner les gens, aides-soignants, infirmiers, médecins, c'est vraiment des agriculteurs, maraîchers qui vont nourrir la population, c'est des métiers qui seront vraiment indispensables pour la société, qui vont toujours exister dans notre paradigme, de notre façon, sauf si un jour on change complètement dans l'évolution technologique. Et donc parfois ces métiers, ce sont des métiers mal rémunérés. Par exemple, les gens qui vont faire nettoyer les agents d'entretien, les agriculteurs, les maraîchers, ou les métiers du bâtiment sont des métiers relativement mal payés, ramenés au travail, à la dureté du travail. Et plus on va monter, plus on va avoir des métiers qui vont apparaître et qui seront des métiers qui vont être liés au divertissement, à la culture, au loisir, à l'échange d'informations. Et donc, c'est des métiers qui vont traduire une société plus riche, mais qui ne seront pas moins indispensables en cas, par exemple, de crise économique. Alors, suite à cette pyramide de Maslow, je voulais parler d'un résumé de livre. C'est le livre de David Graeber, Bullshit But Job, Les emplois à la con. Donc c'est un livre qui est assez drôle lorsqu'on y regarde comme ça, mais ça peut être pas forcément très drôle, c'est les emplois à la con. Donc d'après cet auteur, il y a de plus en plus d'emplois à la con, jusqu'à 31 tiers des emplois seraient des emplois à la con. Donc ce seraient des emplois rémunérés, inutiles, superflus, voire néfastes, d'après l'auteur. Même l'employé a du mal à expliquer quel est le but de son métier. Il ne faut pas confondre les bullshit jobs avec les emplois un peu indispensables mais mal payés. Et souvent, ces bullshit jobs ne sont pas l'apanage du secteur public. On en voit également beaucoup dans le secteur privé. Et il y a de nombreuses causes, d'après cet auteur, à ces emplois à la con. Ça peut être notamment pour éviter de mettre des gens au chômage. Donc on va faire des tâches qui seront inutiles, néfastes. Et même, ça impose un problème, car les personnes qui peuvent y travailler n'ont plus de sens dans ce qu'elles font. Elles ne savent même plus à quoi servent leur métier. Et ça peut être lié à la complexité des administrations ou des fonctions, des organigrammes dans les grandes entreprises. Ou pour maintenir un budget, faire dépenser de l'argent dans un secteur. Et donc l'auteur, il va classer ça en plusieurs choses, comme les cochards des cases, les rafistoleurs, pour montrer pour se sentir important d'une société. C'est quelque chose qui quand je pensais à la pyramide de Maslow, je voulais parler de ça. Et donc dans la dernière partie de la pyramide de Maslow, où j'ai parlé des besoins et puis des métiers un peu en phase, en lien, je vais vous montrer un extrait d'une FAQ de question-réponse de Jean-Marc Jancovici sur les emplois en cas de baisse des énergies fossiles, et je vous montre un petit extrait.
Si on essaye de donner des orientations un peu générales, finalement, qu'est-ce qui reste utile aux hommes, quelles que soient les circonstances? Eh bien, c'est essentiellement la forme qui change. Si on en revient à cette excellente théorie, ou cet excellent exposé plutôt, qui est fait par Sébastien Boller sur la façon dont fonctionne notre cervelle, on cherche toujours à assouvir, exactement à mettre notre cortex au service d'un certain nombre de besoins primaires qui sont mangés. Donc, les gens qui s'occupent de fournir à manger normalement, ils devraient avoir une utilité dans la société. Les gens qui nous aident à nous habiller et à nous déplacer, qui sont aussi des besoins raisonnablement primaires, on voit bien en ce moment, on est privé de déplacement, on ne trouve pas ça très drôle, sont aussi des gens qui devraient avoir une place, et le déplacement, évidemment, doit se faire sous contrainte de faible quantité d'énergie disponible ou de faibles émissions de CO2. Il y a un sujet important qui est de s'inscrire dans le groupe, d'être reconnu, de monter dans la hiérarchie, enfin toutes ces choses-là. Là, c'est difficile de savoir exactement quels sont les métiers qui tournent autour de ça, mais probablement quand on voit l'augmentation en ce moment de l'engagement associatif, ou exactement l'augmentation en tendance de l'engagement associatif, tous les métiers qui vont autour de faire du bien à autrui, pour autant qu'on arrive à leur trouver un modèle solvable, sont des métiers qui auront probablement un débouché croissant, on va dire, demain. Voilà, donc les métiers qui sont proches des besoins de base, alors sauf que ces besoins de base se sont considérablement sophistiqués depuis un siècle, mais sont probablement des métiers dont on va dire qu'ils ont une forme de résilience. À l'inverse, on peut désigner des métiers dont on se dit raisonnablement, ils vont probablement souffrir. Alors par exemple, dans un monde avec de moins en moins de pétrole, on peut se dire que pilote d'avion, c'est un métier qui finira par ne plus être extrêmement payant, à tous les sens du terme, même si aujourd'hui ils sont encore très bien payés. Vous avez un certain nombre d'autres métiers qui, à mon avis, sont des métiers qui sont un peu à risque, et en particulier les métiers du tertiaire. Alors ça peut paraître étonnant quand on dit ça, parce que souvent, on a considéré qu'une société dématérialisée était une société dans laquelle tout le monde travaillait dans un bureau. En fait, pas du tout. Une société dans laquelle tout le monde travaille dans un bureau est une société de machines, et on est occupé à ordonner les machines, ou à jordonner les machines, plus exactement. Et donc, les formations qui n'ont pas de contenu technique, opérationnel, et qui permettent uniquement de travailler dans un bureau, sont probablement, malheureusement, des formations qui rendront l'accès au travail de plus en plus difficile. Alors c'est déjà le cas en fait quand on regarde à petite vitesse depuis des années ou des décennies, mais les formations en psychologie, en langue, etc. Donc je ne dis pas que les disciplines elles-mêmes sont inutiles, c'est très bien de parler une langue étrangère, et c'est très bien d'avoir des notions de psychologie. Par contre, des gens qui pourront en faire leur métier principal dans un monde à décroissance énergétique, ça malheureusement c'est quelque chose qui sera de plus en plus difficile. Encore une fois, dans le monde sobre en énergie dans lequel nous étions il y a 2 siècles, les métiers de service représentaient une très petite fraction de la population active. L'essentiel de la population active travaillait dans l'agriculture et dans l'artisanat. Donc, dans une société qui retournera vers une forme de sobriété énergétique, il y a probablement une part croissante des gens qui devront de nouveau travailler avec leurs mains. Il y a une autre catégorie de métiers qui s'avérera probablement pertinente sans qu'on puisse très précis sur ce que ça veut dire, c'est tous les métiers qui permettront de préserver mieux les ressources naturelles. On commence à se rendre compte que ces ressources naturelles, on en a vraiment besoin pour vivre. Un nombre croissant de gens comprennent que sans avoir des sols cultivables, sans avoir un climat qui n'est pas trop méchant, sans avoir de l'eau, sans avoir, etc., c'est compliqué d'avoir une vie extrêmement épanouie. Et donc, la disponibilité des ressources naturelles est quelque chose qui est central. Et donc, aujourd'hui, on les gère peu, parce qu'on sort du monde infini dans lequel, en gros, chacun laisse servir. Il n'est pas complètement exclu que dans un monde futur, il y ait un nombre croissant de gens qui doivent se préoccuper plus fortement de préserver ces ressources, de telle sorte qu'on puisse équilibrer ou amortir le destin rendre le destin des hommes plus doux, parce qu'on n'aura pas de problème avec ces ressources. Enfin, il y a une dernière recommandation qu'on pourrait donner à un jeune aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre au mieux le monde vers lequel on se dirige. Alors, c'est quelque chose qui est doublement difficile. D'abord parce qu'il y a quand même beaucoup de mauvaises nouvelles dans le monde vers lequel on se dirige. Il n'y a pas que des choses très très gaies, on va dire. Mais par contre, bien comprendre le monde vers lequel on va aide nécessairement à se poser les bonnes questions et aide nécessairement à comprendre où est-ce qu'on pourrait être plus utile, où est-ce qu'il y aura des besoins. Donc, il y a quelque chose qui me semble central également dans cette question du métier qu'on fera demain. Et je dirais, c'est pas pour rien que le Shift a milité pour qu'on mette les enjeux énergie-climat. Il s'agit bien des enjeux, il ne s'agit pas des solutions. Il s'agit de comprendre le problème dans l'enseignement supérieur. Alors, l'enseignement supérieur, parce que c'est la proie la plus facile pour un petit think tank de 15 personnes comme le nôtre. C'est pas parce qu'ailleurs, il n'y a rien à faire, c'est juste parce qu'on s'est attaqué j'ai envie de dire, à la cible qui était la plus atteignable compte tenu de nos moyens. Mais il est absolument évident que de préparer les gens qui sont aujourd'hui à l'école ou en formation, ou les adultes qui y reviennent, à bien comprendre ce qui nous attend, c'est de toute façon prendre un ticket pour qu'on ait une activité qui soit plus proche de ce qui va permettre de trouver sa place dans la société et qui soit, plus en phase avec ce que devraient être les besoins demain.